On attaque tout de suite, comme toujours, par les lunettes de la presse madrilène, et on commence avec Marca. Ce matin, le quotidien titre sur Pep qui fait de la place pour Rodrigo du côté de Manchester City. Oui, City a vu plusieurs départs ces derniers jours, et malgré tout, le Brésilien reste bien dans le viseur des Citizens. Dans ses colonnes, Marca souligne que ce soir, c'est aussi le dernier test de l'été pour le Real Madrid. Pas de fête Valverde. Rassurez-vous, rien de grave, juste une surcharge musculaire. Mais au milieu de terrain, les absences commencent à s'accumuler. Ce match face au Tyrol, oui, j'avais écrit « Tyrol » dans le titre. Merci Alexis pour la correction, sera surtout le lever de rideau de la saison 2025 à 2026. C'est un simple match amical de préparation, mais le premier que l'on pourra voir cette saison, avec Mbappé portant pour la première fois le numéro 10 et Alvaro Cara qui effectue ses débuts, lui qui n'avait pas joué le mondial des clubs. Mais revenons au gros dossier, Pep Guardiola et Rodrigo. Hier après-midi, Fabrizio Romano a confirmé ce que Marca avançait. Manchester City a un véritable intérêt pour l'attaquant du Real Madrid. Avec les départs de Grealish, Savino et M7E, Pep a désormais de la place en attaque. Et il faut rappeler que Guardiola a toujours apprécié Rodrigo, qui d'ailleurs a souvent brillé contre City. 9 matchs, 4 buts, 2 passes décisives et à chaque fois des buts décisifs. Selon Romano, Guardiola pousserait en interne pour recruter Rodrigo et lui offrirait carrément le couloir gauche de l'attaque citizen. Et là, attention, City est probablement le seul club capable de vraiment le convaincre de partir. Arsenal, Tottenham, Chelsea, ça n'aurait pas le même poids. Liverpool aurait pu, mais il semble concentré sur Isaac. Et le plus inquiétant, c'est que City peut s'aligner sur le prix demandé par le Real Madrid. D'après Arantxa Rodriguez, COP, aucun club n'a fait d'offre pour l'instant, mais quiconque veut Rodrigo devra mettre au moins 100 millions d'euros sur la table. Et si City se pointe avec 100 ou 110 millions, et que le joueur dit « je veux partir », le Real ne le retiendra pas. Xavi Alonso, de son côté, ne serait pas opposé à un départ, surtout si cela permet de débloquer d'autres arrivées. La vraie question, est-ce que ce soir, Rodrigo joue ou pas? Car s'il ne joue pas du tout, on pourra presque acter son départ. Même chose s'il ne rentre qu'en fin de match. Aujourd'hui, je pense que Rodrigo préférait rester, mais si en août il n'a pas de temps de jeu, le message du club sera clair. Enfin, Romano a précisé, si Rodrigo part, le Real Madrid ne se précipitera pas pour recruter un remplaçant. Le club est très calme sur le marché et ne prévoit rien d'imminent. Actuellement, selon Fabrizio Romano, il n'existe rien de concret concernant un départ de Rodrigo. Il n'y a pas de négociation directe entre le Real Madrid et un joueur en particulier pour le remplacer. Aucune avancée notable n'est enregistrée sur un dossier précis, ce qui signifie qu'on ne peut pas affirmer que, si Rodrigo partait, le club chercherait automatiquement à le remplacer immédiatement. Certains évoquent l'arrivée prochaine de Franco Santo, qui, sur le plan purement numérique, pourrait occuper la place de Rodrigo si le Brésilien venait à quitter le club. La vraie interrogation est donc ailleurs. Ce potentiel départ permettrait-il au Real d'opérer d'autres ajustements dans l'effectif? Naturellement, beaucoup pensent à un renfort au milieu de terrain. Un départ de Rodrigo libérerait en effet une place dans l'effectif et dégagerait un budget supplémentaire, ce qui pourrait faciliter la signature d'un joueur dans ce secteur. Cependant, l'histoire récente du club montre qu'un départ offensif ne signifie pas toujours un recrutement immédiat pour compenser. Selon certains, Mastantino pourrait déjà être considéré comme le remplaçant numérique de Rodrigo. Cela ne garantit pas pour autant que le Real chercherait un nouveau milieu cet été. Si Rodrigo reste, il pourrait continuer à évoluer sur les 2 postes offensifs devant. Le match de ce soir sera d'ailleurs intéressant, car le 11 aligné pourrait être très proche de celui du prochain match officiel. On sait aussi que, si l'équipe a besoin de renforts en cours de saison, le club n'hésite pas à piocher chez les jeunes, comme on l'a vu avec Pitarch, présent dans le groupe. Plusieurs supporters estiment que le sort de Rodrigo dépendra autant de ce match amical que du premier match officiel en Liga. En interne, certains journalistes, comme José Félix Diaz, sont convaincus que son départ pourrait déclencher un effet domino, provoquant d'autres mouvements au mercato. Pour ma part, je considère qu'il serait incohérent de vendre Rodrigo sans recruter un renfort de haut niveau au milieu, poste où l'effectif a plus besoin de profondeur que sur les ailes, compte tenu de la présence de Vinicius, Mbappé, Brahim Diaz, Arda Güler, Jude Bellingham et bientôt Endrick. La situation est aussi compliquée par les réalités du marché. Le Real Madrid a identifié ses besoins, mais ne souhaite pas surpayer ses cibles. Certaines pistes, comme Vitinha, semblent inaccessibles à cause des positions fermes d'autres clubs comme le PSG. D'autres joueurs, comme Stiller, sont de bons éléments mais ne sont pas considérés comme des références absolues à leur poste.
Il reste 3 semaines de mercato, ce qui laisse encore du temps pour que les choses bougent. Le Real n'est pas pressé de vendre, mais si Manchester City venait à s'intéresser sérieusement à Rodrigo, ce serait probablement l'un des rares clubs capables de le convaincre de partir. En attendant, le groupe pour le match de ce soir montre clairement que le milieu de terrain est affaibli. Absence de Camavinga, Bellingham et Valverde, surcharge musculaire, retour prévu pour le premier match officiel. Seulement 3 milieux de l'équipe première sont disponibles, ce qui oblige Ancelotti à convoquer 2 jeunes en renfort. Cela confirme que, même avec tout le monde opérationnel, le coach ne serait pas contre un recrutement dans ce secteur. En résumé, pas de négociation concrète autour du départ de Rodrigo. Franco Santo pourrait être considéré comme remplaçant numérique. La priorité en cas de vente serait un milieu de terrain, mais rien n'est garanti. Les contraintes du marché et les prix freinent certaines pistes. Le match de ce soir pourrait donner des indices sur la place de Rodrigo dans le projet d'Ancelotti. En parlant de la saison dernière et plus précisément de la défense, on remarque qu'il manque clairement de la profondeur au sein de ce secteur et surtout, il n'y a pas suffisamment de joueurs fiables sur lesquels le club peut vraiment compter. Ce n'est pas seulement un problème de quantité, mais surtout de qualité et de régularité. En effet, même si on dispose de 6 milieux de terrain dans l'effectif, il reste à voir comment l'entraîneur va réellement aligner cette ligne médiane. Va-t-il opter pour un système à 3 milieux ou pour un système à 4? Si le choix se porte sur 3 milieux, avoir 6 joueurs peut suffire, avec peut-être la possibilité d'intégrer un jeune issu de la Contra qui pourrait éclore progressivement et dépanner lors de certains matchs de moindre importance, notamment en Ligue ou en Coupe. Mais au-delà de la simple profondeur, c'est surtout la fiabilité des joueurs qui pose problème. Par exemple, Eduardo Camavinga ne peut pas être considéré comme un élément entièrement fiable. Il est régulièrement gêné par des blessures qui le privent d'une grande partie de la saison. De même, des joueurs comme Aurélien Tchouaméni sont plus constants physiquement, mais on peut encore se poser des questions sur leur solidité défensive, notamment dans les rencontres à haute intensité, face à de grosses équipes où la rigueur défensive est primordiale. Puis il y a Jude Bellingham, qui sera absent environ 3 mois, ce qui est un coup dur pour le milieu de terrain madrilène. Et lorsque Bellingham reviendra, il faudra aussi voir combien de temps il mettra pour retrouver son meilleur niveau et surtout s'il acceptera de jouer un peu plus bas, dans un rôle de milieu relayeur plus défensif qu'il n'en a eu l'habitude depuis son arrivée au club. Concernant Camavinga, il faut être honnête. Il fait partie des joueurs que l'on ne peut pas encore qualifier de fiables, notamment parce qu'il n'a jamais vraiment montré une régularité constante au plus haut niveau en tant que titulaire avec le Real Madrid. Depuis maintenant 1 an, son état physique est aussi problématique, enchaînant les petits pépins et blessures, dont la dernière entorse à la cheville, qui pourrait le rendre disponible pour le groupe d'ici le week-end ou au plus tard pour le 2e match de Liga. Cette succession d'absences fait planer un doute supplémentaire sur la stabilité de ce secteur. Au final, cette inquiétude autour du milieu de terrain est semblable à celle que j'avais la saison passée à propos de la défense, un manque criant de joueurs fiables capables d'enchaîner les matchs en coupure. Pour résumer, le milieu de terrain convoqué aujourd'hui est nettement moins qualitatif que le banc que le Real Madrid avait lors de la Décima, cette époque où le club avait un effectif plus complet et solide. Ces derniers jours ont confirmé cette impression. Par exemple, avec la blessure d'Arda Güler, on se retrouve à un moment crucial de la saison. Que se passera-t-il si Camavinga venait à se blesser ce soir? Cela compliquerait encore plus les plans de l'entraîneur. C'est pour cette raison que Carlo Ancelotti a essayé de positionner David Alaba au milieu lors d'un match contre le Leganés. Même si Alaba connaît ce poste, ayant déjà joué au milieu dans sa carrière, cela reste du bricolage pur et simple, une solution par défaut plus que par choix. Dans le système d'Ancelotti, Alaba est surtout vu comme un défenseur polyvalent capable de dépanner sur le flanc gauche. Le voir au milieu, même en secours, ne me convainc pas totalement, mais l'entraîneur n'a pas beaucoup d'options. Cette situation soulève un vrai problème, d'autant plus que la saison n'a même pas encore commencé et qu'on constate déjà de nombreuses absences et une gestion assez hasardeuse du milieu de terrain. En parallèle, il y a des rumeurs concernant le mercato, notamment une possible arrivée de Rodrigo Moraes de Porto, avec l'idée de le laisser en prêt là-bas pour la saison. Mais personnellement, je n'ai rien vu de concret à ce sujet. Peut-être que Trent Alexander-Arnold pourrait être repositionné au milieu, ce qui serait encore une fois un bricolage, loin d'être idéal pour un club comme le Real Madrid. Du côté de la défense, le cas de Militao est aussi très particulier. Après ses 2 ruptures des ligaments croisés au genou, il ne totalise que 31 matchs en 2 saisons. Pourtant, depuis une semaine, on entend dire que c'est la grande surprise et la meilleure nouvelle de ce début de saison. Ce genre d'emballement me fait sourire, car personne ne l'a vraiment vu à son meilleur niveau depuis sa blessure. Il faudra du temps pour retrouver son rythme et son niveau d'avant.
Malgré le souhait général de le voir réussir, on a tendance à s'emballer un peu trop vite. Le club, lui, reste prudent et attend de juger ses performances en conditions réelles avant de prendre des décisions définitives. Ce qui est logique. Au sujet de Dani Carvajal, lui aussi est en phase de retour après une longue absence, et il ne faut pas s'attendre à ce qu'il retrouve immédiatement son meilleur niveau. Lui aussi aura besoin de temps et d'une gestion progressive, avec peut-être des entrées en jeu en fin de match ou des titularisations espacées. Il est évident que ni Militao ni Carvajal ne seront des titulaires indiscutables dès le départ et que l'entraîneur devra faire preuve de patience avec eux. Enfin, pour le match amical de ce soir, on devrait voir une composition assez proche de celle qui sera alignée pour le premier match officiel de la saison face à Osasuna. Selon le quotidien AS, Ancelotti devrait opter pour un schéma en 4-3-3, système déjà testé lors du match contre le Ghané. Militao serait titulaire en défense centrale, avec Rudiger suspendu, Trent Alexander-Arnold à droite, Carvajal à gauche et Tchouaméni au milieu, où il pourrait éventuellement reculer d'un cran en cours de match pour s'intercaler entre les défenseurs centraux. Au milieu, Arda Güler serait associé à Dani Ceballos et Eduardo Camavinga, même si le banc est très limité. Le manque de profondeur à ce poste est évident et laisse peu de marge de manœuvre à l'entraîneur. En attaque, Rodrigo serait plutôt positionné à droite, Mbappé dans l'axe et Vinicius à gauche. Toutefois, cette animation offensive laisse sceptique certains, notamment parce qu'on sait que Rudiger sera absent, ce qui pourrait pousser Ancelotti à faire quelques ajustements en défense. En conclusion, la saison démarre avec de nombreux défis à relever, notamment en ce qui concerne la fiabilité et la profondeur du milieu de terrain, la gestion du retour des blessés en défense et la capacité du club à trouver rapidement des solutions viables. Dans l'axe, la raison que vous avez évoquée est très juste. Rudiger ne jouera pas son premier match en tant que titulaire. À la place, on pourrait voir Militao en défense centrale. Arda Güler serait aligné au milieu de terrain, ce qui ne surprend personne puisqu'il n'y a pas tellement d'options. Gonzalo serait plutôt dans l'axe, Mbappé à droite et Vinicius à gauche. Du côté de Marca, pour moi personnellement, je préférerais un système à 3 défenseurs. Mettre Tchouaméni dans l'axe, Militao à droite, Alaba à gauche, et les pistons seraient Trent Alexander-Arnold et Carvajal. Au milieu, Arda Güler associé à Bellingham. Je trouve que défensivement ça peut paraître un peu léger, mais ça vaut la peine d'essayer. Sinon, on pourrait insérer Rudiger plutôt que Tchouaméni dans l'axe et laisser Tchouaméni au milieu avec Arda et Bellingham. En attaque, une animation à 3 avec Vinicius, Mbappé et un autre attaquant. Ça me convainc pas totalement. J'aimerais plutôt voir une attaque à 2 avec Vinicius et Mbappé en pointe et Gonzalo en option sur le banc à utiliser en cours de match. Personnellement, je ferais peut-être même un échange entre Mbappé et Vinicius, mettant Mbappé à droite et Vinicius à gauche. En effet, comme l'a souvent dit Thomas dans ses chroniques, notamment dans les podcasts avec Real Talk, Mbappé à droite n'est pas une mauvaise idée. Il est plus efficace sur son pied droit et peut enchaîner rapidement les actions. Vinicius, lui, est plus à l'aise pour déborder et faire la différence en dribble lorsqu'il est sur le côté gauche. Concernant Rodrigo, il n'est pas encore certain qu'il joue davantage. Il fait bien partie du groupe pour ce soir, mais on verra s'il sera aligné. Je n'aime pas trop l'idée de voir des joueurs un peu branleurs sur le côté, notamment Gédéon. Pourtant, il a un bon pied gauche, correct. Ancelotti ne l'a pas encore testé en match officiel, donc ce serait une bonne occasion. Si Ancelotti insiste avec ce système, ce serait intéressant de voir s'il a un plan pour intégrer Mahantanu dans l'effectif. Affaire à suivre ce soir. Pour conclure cette revue de presse, quelques points divers. L'arbitre, le voyage et le retour du Real à Madrid dès ce soir. On attend pas mal de Contrano dans le groupe. Ancelotti n'a pas encore parlé en conférence de presse d'après-match, mais on espère une interview qu'on vous traduira comme d'habitude. Du côté d'AS, ils évoquent les 10 défis du nouveau numéro 10 du Real, Mbappé. Battre son record de 44 buts en une saison, même si le nombre de matchs sera un peu moins élevé cette fois. Se connecter efficacement avec Vinicius, notamment après un début de saison difficile. Remporter la Liga, même si au Real Madrid, le vrai objectif reste souvent la Ligue des Champions. Gagner des titres pour élargir son palmarès après ses 6 championnats en France. La Ligue des Champions reste évidemment la priorité pour lui. Et bien sûr, viser le Ballon d'Or, ce qui nécessite d'être décisif dans les grandes soirées. Concernant ses relations avec le public du Bernabéu, ce n'est pas toujours idyllique. Il a été sifflé notamment au retour face à Arsenal, même si globalement il est plutôt bien accepté. Sur le mercato, on évoque l'intérêt pour Enzo Fernandez de Chelsea, car Vitinha serait inabordable. Personnellement,
Je ne parle pas du joueur, mais plutôt de son comportement et de ce qu'il a fait avec l'Argentine, ce qui me fait hésiter à vouloir un joueur comme ça dans le club. Concernant le système, un 4-3-3 me paraît trop déséquilibré. Les trois attaquants devant ne feront pas assez d'efforts défensifs. Vinicius et Mbappé risquent de tirer vers le bas. Ancelotti doit faire un choix clair, mettre deux attaquants devant et renforcer le milieu de terrain. Peut-être tenter Pittard titulaire au milieu. Personne ne lui en voudrait. Pour les maillots, la prochaine tenue domicile aurait du vert et du rose, ce qui paraît original. Personnellement, ça ne me choque pas, même si ce n'est pas ce que je l'achète. Enfin, sur une autre info, la Liga envisage de délocaliser un match de Liga aux États-Unis, potentiellement Villarreal, Barça à Miami. Cela n'est pas encore confirmé, mais Teba avance dans ce projet avec l'accord des clubs. Ce qui me dérange, c'est que le match qui serait délocalisé est celui que Villarreal devait jouer à domicile. C'est une enceinte difficile, et je trouve que délocaliser ce match à Miami, pour des raisons purement commerciales, pénalise Villarreal. On sait très bien que ce sont le Real et le Barça qui rempliront à 90% le stade, même à Miami. Donc le Barça bénéficie d'un vrai avantage en jouant presque à domicile, même si ce n'est pas au Camp Nou. Je trouve cela peu juste, et il serait plus logique, dans cette logique, de délocaliser le match retour au Camp Nou à Miami, ce qui serait plus cohérent. Mais au fond, je reste sceptique et pas très fan de cette idée, et je me demande comment les supporters de Villarreal vont accepter cette décision. Ouais, mais en plus, pense aux supporters de Villarreal. Pour eux, comme pour ceux de n'importe quel club espagnol, recevoir le Barça ou le Real, c'est toujours un événement énorme. Et puis, il y a souvent des petits qui sont fans du Barça ou du Real, des parents qui veulent faire découvrir le stade à leurs enfants, ou simplement pour eux-mêmes c'est une occasion unique. Alors délocaliser ce match à Miami, ça me dérange un peu. Moi franchement, je ne suis pas fan du tout. Je trouve ça con, et je ne vois pas en quoi ça avantage Villarreal. Le public qui va remplir le stade sera forcément majoritairement pro-Barça. On connaît l'ambiance très chaude à la Ceramica, leur stade, surtout quand il reçoit le Barça. Là, Villarreal va perdre cet avantage énorme, le soutien de son public dans son stade, qui est l'un des plus passionnés du championnat. Bref, vous en pensez quoi? Si on commence comme ça, c'est quoi la suite? Après, cette idée vient d'où? De la NBA ou de la NFL? La NBA organise régulièrement des matchs à Paris, et la NFL va même bientôt jouer à Madrid, au Bernabéu. C'est clairement une question de business et de communication. Je comprends que pour certains supporters locaux, c'est chouette de pouvoir voir un match de Liga sans avoir à voyager loin, donc à moindre coût, avec moins de contraintes d'hôtel et tout ça. Mais à part ça, je ne vois pas d'avantage sportif. Et bien sûr, ils vont faire jouer Messi en secret pour sauver les meubles, mais franchement, je préférerais voir la Yamal, la pépite du Barça, en 2025 plutôt que Messi. Même si ce n'est pas comparable, ça ferait un vrai boost. Les Américains ne sont pas vraiment fans de foot comme en Europe, mais le football espagnol essaie de conquérir ce marché, surtout avec les franchises qui changent de ville aux États-Unis. Pour ce soir, moi je veux voir un 3-5-2, avec Vinicius, Mbappé, Guerre, Gué, Pittard, Bellingham, Tchouaméni, Carvajal, Militao, etc. Je trouve ça cohérent. Tonz me plaît beaucoup. Lionel, je signe. Juste au milieu, j'aurais un doute sur Gullet. Pittard et Bellingham parce que leur saison a déjà commencé. Donc ils seront déjà physiquement prêts, tandis que le Real affronte une équipe rodée, même si individuellement inférieure, mais prête à jouer ce match. Pour rappel, le live ce soir c'est à 21h avec Rota. Pourquoi certains joueurs sont titulaires? Parce qu'ils manquent d'options. Tout simplement. Ce n'est pas forcément un premier choix de fou. C'est juste par défaut. Pour finir, un petit clin d'œil NBA. En France, la NBA marche très fort, peut-être plus qu'en Espagne. Donc ça fait de bonnes stats et ça attire du monde. Petite idée pour la prochaine fois. Je vais créer le live avant le match et vous pourrez mettre vos pronostics. Meilleur buteur, score, etc. Comme ça, ce soir, quand on fera le débrief, je pourrai retrouver vos commentaires et voir qui aura eu le nez creux. Pour aujourd'hui, vous me donnez votre pronostic. J'ai vu quelques scores, 4-0, 3-1, 0-0, 5-0. Beaucoup voient une large victoire du Real. Moi, je pense qu'on va gagner sans trop de difficultés. Je dirais 3-1, peut-être un clean sheet. Allez, je pronostique 3-1 à la mi-temps. On verra bien. Allez, pour finir, le classement top fan comme d'habitude. Premier, Pape, merci pour le don. Deuxième, Razak. Troisième, Alexis. Quatrième, Dead, merci pour le don frérot. Cinquième, Hamza. Sixième, Claude.
7e, Covenant. 8e, Zach. 9e, Achille. 10e, NLT. Merci à tous d'avoir été là ce midi. On se retrouve ce soir, juste après le coup de sifflet final, vers 21h, peut-être un peu avant, pour débriefer. Rappel, le match est à 19h, diffusé en France sur DAZN gratuitement. Avec un compte, pas besoin d'abonnement. Si le match n'est pas dispo dans votre pays, utilisez un VPN gratuit comme ProtonVPN pour accéder à Real Madrid Télévision sur le site officiel du club. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, bon match, et on se retrouve à 21h. Ciao. Ouais, mais en plus, tu penses aux fans de Villarreal? Pour eux, comme pour ceux de n'importe quel club espagnol, recevoir le Barça ou le Real, c'est toujours un événement. Puis tu sais, il y a toujours des gamins qui sont fans du Barça ou du Real, et pour certains parents, c'est l'occasion parfaite d'emmener leur enfant voir un grand match, ou simplement pour eux aussi. Tu vois le délire? Bref, ça me dérange un peu ce truc. Moi, franchement, je ne suis pas fan. Pas du tout. Je trouve ça con. En quoi ça avantage Villarreal? Parce qu'ils vont se retrouver face à un public qui va soutenir majoritairement le Barça. On connaît l'ambiance à la Ceramica, un stade très chaud, surtout quand il s'agit d'un match à domicile. Là, Villarreal va perdre ce gros avantage, son public, dans son stade, qui fait partie des stades les plus intenses d'Espagne. Je sais pas vous, mais si on commence comme ça, après on fait quoi? Cette idée vient d'où? De la NBA ou de la NFL? La NBA organise chaque année 1 ou 2 matchs à Paris. La NFL, c'est pareil. Et bientôt, la NFL va même jouer à Madrid, au Bernabéu. C'est clairement une histoire de business, de communication. Après, je comprends que ça puisse faire plaisir aux supporters locaux, parce qu'il y a pas mal de fans du Barça, et peut-être quelques-uns de Villarreal à Miami. Ça peut être l'occasion de voir un match moins cher, sans frais de voyage ou d'hôtel. Mais honnêtement, à part ça, je ne vois pas d'avantage. C'est juste pour récupérer un peu plus de thunes. Ils vont sûrement faire jouer Messi en secret pour sauver les meubles, mais je préfère largement voir la Minamal en 2025. Même si on ne compare pas Messi et la Minamal aujourd'hui, ce serait quand même plus sympa. Les Américains ne sont pas vraiment fans de foot comme en Europe, mais le foot espagnol veut conquérir le marché là-bas, surtout avec des franchises qui bougent de ville aux USA. Pour ce soir, moi je veux voir un 3-5-2 avec Vinicius, Mbappé, Guerre, Pitarch, Bellingham, Tchouaméni, Carvajal, Militao. Ça me paraît cohérent. Ton 11, Lionel, j'aime bien, je signe direct. Juste au milieu, j'ai un doute avec Gullet, Pitarch et Bellingham, parce que leur saison a déjà commencé. Ils seront physiquement prêts. Villarreal va arriver bien rodé, même si individuellement c'est inférieur au Real. Ils sont physiquement prêts à ce match. Le live ce soir c'est 21h avec Rota. Pourquoi certains sont titulaires? C'est par défaut, il manque d'options. C'est pas un premier choix de folie, c'est juste qu'ils n'ont pas le choix. En parlant de NBA, la France adore la NBA. Oui, même en Espagne ça marche bien. Mais en France, je pense que c'est le pays où il y a le plus de fans de NBA en Europe. Pour finir, un petit truc pour les prochaines fois. Je vais créer le live avant le match, vous pourrez mettre vos pronostics, le meilleur buteur, le score. Comme ça, après le match, je pourrai remonter vos commentaires et voir qui a eu le nez creux. Pour aujourd'hui, c'est quoi votre pronostic? J'ai vu des trucs du genre 4-0, 3-1, 0-0, 5-0. Beaucoup pensent à une grosse victoire du Real. Moi, je pense qu'on va gagner sans trop de difficultés. 3-1, pourquoi pas? Est-ce qu'on prend un but? Est-ce qu'on fait un clean sheet? Je dirais 3-1 à la mi-temps. On verra bien. Allez, pour finir, le classement top fan comme d'habitude. Pape, merci pour le don. Razak, Alexis, Dead, merci pour le don frère. Hamza, Claude, Covenant, Zach, Achille, NLT. Merci à tous d'avoir été là ce midi. On se retrouve ce soir juste après le coup de sifflet final, vers 21h, peut-être un peu avant, pour débriefer. Rappel, le match est à 19h, diffusé en France sur DAZN gratuitement. Contre qui? Pas besoin d'abonnement. Si le match n'est pas dispo dans votre pays, utilisez un VPN gratuit comme ProtonVPN pour accéder à Real Madrid Télévision sur le site officiel du club. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, bon match, et on se retrouve à 21h. Ciao.